Dans cette vidéo, nous aborderons les principes de prise en charge des spondylolisthésis par l'ISISMIC. La présentation a été réalisée par le Dr Julie Bride et sous la direction du Dr Mazas. Le spondylolisthésis se définit par un glissement du corps vertébral, des pédicules, des processus transverses et des articulaires supérieurs par rapport à la vertèbre sous-jacente, soit vers l'avant, un antélisthésis, soit vers l'arrière, le rétrolisthésis. Les spondylolisthésis peuvent provenir de plusieurs origines, dont l'une d'elles est la lysismique. Cette dernière correspond à un défaut uni ou bilatéral de l'isthme, qui est aussi appelé pars articularis, qui se situe entre l'articulaire supérieur et inférieur. La vertèbre la plus touchée est L5 dans 90% des cas et est associée à un glissement dans 50% des cas. La prévalence dans la population est de 3 à 12%. Le spondylolisthésis est une pathologie acquise qui est donc exceptionnelle avant l'âge de 5 ans. Il augmente avec l'acquisition de la verticalisation. On retrouve une prévalence de 4% à 4 ans contre 10% à l'âge adulte. La progression du spondylolyse en spondylolisthésis se fait à la puberté. Le sexe ratio est de 2 hommes pour une femme. Il existe une prédominance masculine dans les formes peu ou pas déplacées, et au contraire une prédominance féminine dans les formes très déplacées. On retrouve également une prévalence plus importante des spondylolisthésis dans la population blanche. En ce qui concerne les facteurs favorisants, l'incidence du spondylolisthésis est plus importante chez les jeunes athlètes, dans des sports comme la lutte, l'haltérophilie, la gymnastique ou les plongeons. Ceci est dû au mouvement d'hyperextension et de compression axiale qui sollicitent le rachis lombaire. Il existe également une prévalence qui atteint les 60% dans la population des Esquimaux. Pour comprendre l'importance des spondylolisthésis, il est nécessaire de rappeler quelques notions de biomécanique. Les paramètres pelviens correspondent à un ensemble de critères permettant d'analyser l'équilibre sagittal du rachis et qui permettent ensuite d'établir un pronostic sur l'évolution des spondylolisthésis. Il existe 3 paramètres rachidiens. La version pelvienne et la pente sacrée sont des valeurs qui peuvent varier selon la rétroversion du bassin, tandis que l'incidence pelvienne est une valeur constante chez chaque individu. La version pelvienne est l'angle entre la verticale et la ligne joignant le centre des têtes fémorales avec le milieu du plateau sacré. Quand le pelvis tourne en arrière, c'est-à-dire quand il se met en rétroversion pelvienne, la version pelvienne augmente. La pente sacrée correspond à l'angle d'inclinaison du plateau sacré de profil par rapport à l'horizontale. Et enfin, l'incidence pelvienne est l'angle entre la perpendiculaire au plateau sacré et la ligne joignant le centre des têtes fémorales avec le milieu du plateau sacré. L'incidence pelvienne reste stable tout au long de la vie. Ses valeurs normales se situent entre 35 et 85 degrés. Un petit angle d'incidence pelvienne correspond à un bassin étroit, tandis qu'un grand angle correspond à un bassin plutôt large dans le sens antéro-postérieur. La formule permettant d'établir l'incidence pelvienne correspond à la somme de la pente sacrée et de la version pelvienne. La version pelvienne et la pente sacrée varient de façon inverse pour garder l'incidence pelvienne constante. Par exemple, en cas de rétroversion du bassin, la version pelvienne va augmenter tandis que la pente sacrée va diminuer. La capacité de rétroversion est proportionnelle à l'angle d'incidence pelvienne. Ainsi, la possibilité de rétroversion du bassin est moins importante pour une personne ayant un petit angle d'incidence pelvienne, dû au fait que sa réserve d'extension de hanche est plus faible. Dans les angles d'incidence pelvienne augmentés, élevés, le risque de spondylolisthésis est plus important. La relation anatomique entre le rachis et les hanches a d'importantes implications dans la modulation de la posture. En général, le pelvis a tendance à être couplé à la lordose lombaire et à l'extension de hanche en position debout. En effet, la forme du pelvis influence la lordose lombaire. La largeur antéro-postérieure du bassin, caractérisée par l'angle d'incidence pelvienne, impose une certaine forme à la colonne qui est située au-dessus. Par exemple, pour une incidence pelvienne importante, la lordose lombaire est grande et étendue, tandis que pour une incidence pelvienne qui est faible, la lordose lombaire est faible et courte. Il est donc important de définir ensuite les paramètres rachidiens. Roussouly a établi 4 types de complexes spinopelviens différents. Le type 1 correspond à une lordose distale courte et une syphose thoracolombaire. Elle a une incidence pelvienne et une pente sacrée qui sont faibles. Ceci entraîne une zone d'hyperpression discale en thoracolombaire.
La capacité d'hyperextension lombaire est courte et ne peut pas être compensée par la rétroversion pelvienne du fait de la faible incidence pelvienne. Le type 2 a une pente sacrée et une incidence pelvienne également faible, mais avec une répartition entre syphose et lordose qui est plus harmonieuse, entraînant un dos plat. Ceci entraîne une hyperpression des disques L4, L5 et L5, S1 qui dégénèrent plus vite. La mise en syphose de ce type de colonne lombaire est très mal tolérée du fait du faible potentiel de rétroversion du bassin. Le type 3 correspond à un dos harmonieux. Le type 4 a une incidence pelvienne élevée, au-delà de 50 degrés. Les contraintes sont réparties sur les éléments postérieurs du rachis lombaire. Ce type de Roussoulis est un facteur de risque de spondylolisthésis par lysismique. On comprendra donc en résumé qu'un Roussoulis de type 1 ou 2 avec une faible incidence pelvienne ne permettra pas une adaptation facile, entraînant rapidement des douleurs. La dégradation se sera installée depuis peu de temps par rapport à l'apparition des douleurs, et on espérera donc une correction plus facile du spondylolisthésis. A l'inverse, un Roussoulis de type 4, possédant une forte incidence pelvienne, a une grande possibilité d'adaptation et de rétroversion du bassin. La dégradation pourra donc s'installer graduellement dans le temps sans provoquer de douleur. Lorsque celles-ci apparaîtront, la déformation sera déjà bien installée et par conséquent sera plus difficile à corriger. Afin de mieux comprendre l'apparition des lysismiques, il faut également parler des contraintes mécaniques qui apparaissent sur l'isthme selon l'équilibre sagittal du patient. Les spondylolisthésis de bas grade apparaissent surtout chez les types 1 de Roussoulis avec une incidence pelvienne faible. La lyse résulte d'un mécanisme casse-noisette, l'isthme étant pris en tenaille entre les articulations facétaires. Le risque de progression du glissement est faible car la pente sacrée est faible. Les spondylolisthésis de haut grade apparaissent surtout sur les types 4 de Roussoulis qui ont un disque L5-S1 très vertical. La lyse résulte d'un étirement par traction vers le bas et vers l'avant dû à une pente sacrée qui est élevée. Le risque de progression du spondylolisthésis est donc élevé. Un dernier angle qui est important à connaître est la mesure de l'angle lombosacré de Dubousset qui va nous permettre de déterminer la prise en charge thérapeutique dans les spondylos à haut déplacement. L'angle correspond à la tangente au bord postérieur du sacrum et à la ligne prolongeant la plateforme supérieure de L5. Si cet angle est inférieur à 90 degrés, cela correspond à un spondylo qui est associé à un sacrum vertical et donc à une instabilité régionale qui est majeure. Si cet angle est supérieur à 90 degrés, le spondylo est associé à un sacrum horizontal qui est de meilleur pronostic. Faisons maintenant un point sur la clinique des patients possédant un spondylolisthésis. Dans les spondylolisthésis non déplacées, il existe 80% de patients qui sont asymptomatiques. Il en existe 20% symptomatiques, principalement avec des lombalgies chroniques. Il peut également apparaître une radiculalgie L5 ainsi qu'une radiculalgie S1 sur élongation radiculaire. Le test d'hyperextension est positif dans les spondylolisthésis de bas grade qui déclenchent des douleurs lombosacrées. Dans les spondylolisthésis de haut grade, on retrouve plutôt des lombalgies avec la palpation d'une marche d'escalier lombaire fréquente. L'épineuse de L5 se palpe plus difficilement. On peut retrouver cliniquement un signe de compensation du déséquilibre sagittal. Ceci est le signe de Fallen-Edixon qui correspond à une rétroversion du bassin avec un raccourcissement des ischio-jambiers associé à une hyperlordose lombaire. Le patient se retrouve avec une flexion des genoux, une hyperextension de hanche et une marche plutôt accroupie. Pour faire le diagnostic d'un spondylolisthésis, on commence par réaliser des radiographies standards où on retrouve comme signe une condensation unilatérale ou bilatérale des pédicules, associée à une lyse d'un pédicule et un glissement progressif de la vertèbre sous-jacente. Lors d'une incidence radiographique oblique, on peut retrouver une image dite de Scotty Dog. Sur cette vue oblique, en effet, les éléments postérieurs forment un chien scottish avec les processus transverses formant le nez, le pédicule formant l'œil, la facette articulaire inférieure forme les jambes avant, tandis que la facette articulaire supérieure forme les oreilles. L'isthme est représenté par le cou du chien. Celui-ci sera séparé en deux en cas de spondylolisthésis, montrant un chien sans. La radiographie nous permet également d'analyser le sacrum afin d'évaluer le type de chirurgie réalisable. Sur cette radiographie, on peut voir qu'il existe un dôme sacré associé à une vertèbre L5 trapézoïdale.
L'existence d'un dôme est un risque évolutif du spondylolisthésis. Il contre-indique également la pose de cage lors des arthrodèses de type ALIF dans les voies antérieures ou TELIF, due au risque de glissement de la cage. Cette évolution sacrée est due à l'absence d'appui sur la partie postérieure de S1 lors du glissement de L5 en avant et respecte la croissance de la partie postérieure du sacrum, mais empêche la croissance de la partie antérieure, aboutissant alors à un sacrum. On peut également réaliser un scanner afin de permettre une meilleure évaluation de la lise ismique et du sacrum. Il faut savoir que l'on peut retrouver des déséquilibres coronaux et sagittaux à type de scoliose dans les lises ismiques. On parle alors de scoliose holisthésique, qui vont se corriger seules lors de la chirurgie du spondylolisthésis et ne requièrent donc pas d'arthrodèse étendue. Meyerding, en 1932, créa une classification basée sur le degré de glissement de la vertèbre sous-jacente. Le stade 1 correspond à un glissement entre 0 et 25% de la vertèbre sous-jacente sur la vertèbre sous-jacente. Le stade 2 se situe entre 25 et 50% de glissement. L'histoire naturelle des lises de bas grade correspond à une rupture de l'isthme dans l'enfance sous l'effet de facteurs favorisants, particulièrement des microtraumatismes, entraînant donc un spondylolisthésis peu déplacé de grade 1 ou 2, qui peut évoluer soit en consolidation spontanée, soit en une pérennisation de la lise asymptomatique avec un affaissement du disque progressif. Le stade 3 se situe entre 50 et 75% de glissement. Le stade 4 correspond à plus de 75% de glissement. Dans les spondylolisthésis à haut déplacement, de grade 3 et 4, l'histoire naturelle correspond plutôt à une rupture ou un allongement de l'isthme dans l'enfance, sous l'effet de facteurs favorisants avec des isthmes plutôt dysplasiques. Le glissement est rapide. Le pronostic est meilleur en cas de sacrum horizontal, alors que dans les sacrums verticaux, le pronostic est moins bon. En 1981, Wilse a créé une classification qui est basée sur l'étiologie. Le type 1 est un type dysplasique congénital dû à une translation secondaire à un arc neural anormal. Le type 2 correspond à une lise ismique selon 3 sous-catégories. Le type 2A correspond à une interruption de la pars secondaire à une fracture de stress. Le type 2B correspond à une élongation de l'isthme. Et enfin, le type 2C correspond à une fracture aiguë à travers l'isthme. Le type 3 correspond à une évolution dégénérative de cet isthme. Le 4 est une étiologie traumatique. Il faut savoir qu'un traumatisme aigu ne génère jamais à lui seul un spondylolisthésis isolé. Le spondylo aigu traumatique s'associe à des lésions ne concernant pas l'isthme. Elle s'associe à des lésions de l'articulaire, des transverses, du sacrum ou du bassin. Et enfin, le type 5 correspond à un spondylolisthésis pathologique. Concernant le traitement du spondylolisthésis, il va dépendre de son grade ainsi que de la clinique du patient. Dans les spondylolisthésis de bas grade, c'est-à-dire de grade 1 ou 2 avec moins de 50% de déplacement, chez les patients qui sont asymptomatiques, il n'y a pas de nécessité de traitement. Un suivi clinique est à réaliser une fois par an, sans contre-indication sportive. En cas de lombalgie aiguë, une mise au repos est par contre nécessaire. On pourra lui prescrire une ceinture lombostat souple à visée antalgique. Il est nécessaire alors de surveiller l'évolution du spondylolisthésis qui peut aller soit en une consolidation spontanée, soit en une aggravation du glissement. En cas de lombalgie chronique supérieure à plus de 6 mois de traitement fonctionnel, il faudra réaliser une IRM afin d'adapter la prise en charge chirurgicale. Une fois les examens complémentaires réalisés, il existe 3 types de chirurgies différentes qui peuvent être proposées aux patients. La réparation de la lise ismique peut être décidée en cas de spondylolisthésis non déplacée ou de grade 1 sur un disque qui est sain à l'IRM et chez le sujet jeune. On peut ensuite proposer une arthrodèse qui peut se faire soit par voie antérieure, soit par voie postérieure. Il est possible d'y associer une TELIF en cas d'absence de sacrum en dôme. Dans les spondylolisthésis de haut grade, de grade 3 ou 4, un traitement chirurgical est requis.
les patients étant fréquemment symptomatiques et le risque radiculaire est plus important. Le traitement dépend surtout de l'orientation du sacrum. Un sacrum qui est horizontal est plutôt de bon pronostic, avec un risque neurologique qui est faible. On retrouve alors comme traitement deux des précédentes chirurgies, à savoir l'arthrodèse par voie antérieure ou par voie postérieure. En cas de sacrum vertical avec un angle de Dubousset de plus de 90 degrés, le pronostic est plus mauvais. La chirurgie d'arthrodèse présente de plus grandes difficultés et requiert fréquemment une chirurgie double temps avec une arthrodèse circonférentielle. Pour résumer les différentes techniques chirurgicales, il faut savoir que la chirurgie de réparation de la lise est une option chez le sujet jeune symptomatique avec un disque qui est sain à l'IRM et un spondylot de bas grade, ainsi qu'une incidence pelvienne qui est faible. Le soulagement de la douleur suite à une infiltration de lidocaïne est un facteur de bon pronostic et de réussite de la chirurgie. Les contre-indications de la réparation de la lise sont la spina bifida, un disque dégénératif ou une arthrose facétaire. Il existe deux types de chirurgies différentes pour la réparation de la lise. Le premier type correspond à nettoyer le foyer de lise des éléments fibreux afin de disposer d'une surface osseuse qui est propice à la greffe. On réalise ensuite un vissage pédiculaire bilatéral ou unilatéral qui est associé à des crochets sous la mère. On ne réalise pas de réduction du spondylolistésisme. On peut également utiliser la technique de Buck qui correspond à un vissage à travers l'isthme qui se fait souvent sous navigation. En cas de spondylolisthésis de bas grade symptomatique ou de haut grade avec un sacrum qui est horizontal, une chirurgie de fusion arthrodèse sans réduction sera suffisante. On peut réaliser une arthrodèse soit par voie antérieure, avec un abord rétropéritonéal. Elle permet une réduction du spondylolisthésis en redonnant une lordose grâce à la cage d'arthrodèse. Elle est indiquée pour les patients avec une incidence pelvienne faible et un plateau sacré qui est plat. On peut également réaliser une arthrodèse postérieure non circonférentielle. En cas de spondylolisthésis de haut grade, particulièrement avec un sacrum vertical, on peut également réaliser une arthrodèse mais qui sera circonférentielle. Ceci dépend de la préférence des chirurgiens. On peut donc y associer une arthrodèse postérieure avec une TLIF ou avec une ALIF. La fusion circonférentielle diminue le risque de pseudarthrose. Il peut exister des difficultés techniques lors de la réalisation du geste chirurgical, avec une extension de l'arthrodèse en L4 pouvant être nécessaire. Cela est dû à des pédicules petits et dysplasiques, un ancrage qui est moins stable dans un sacrum vertical avec un risque de fracture sacrée, ainsi qu'une insuffisance de la colonne antérieure. Lors de la chirurgie, les manœuvres de distraction sont à proscrire. Des fixations iliaques ou en S2 peuvent être associées pour avoir un montage qui est plus solide. S'il existe une rétroversion du bassin, il sera nécessaire d'associer une technique de réduction du spondylot afin de limiter la tension qui est imposée aux racines. Afin d'éviter tout risque neurologique par étirement ainsi que d'éviter l'arrachement des vis, la réduction doit se faire lentement, par rotation progressive du pelvis vers le rachis lombaire et ne doit surtout pas être réalisée par traction sur la vertèbre L5. La manœuvre de réduction utilise le principe du bras de levier. On fixe en premier les vis du sacrum avec une tige dont la courbure est adaptée à la lourdeur que l'on veut restituer, et on pousse progressivement ce montage vers l'avant pour venir s'engager dans les vis de L5 plus ou moins de L4. C'est le pelvis qui tourne donc vers le rachis, et il n'y a ainsi pas d'allongement des racines L5, ce qui diminue le risque neurologique. En cas de radiculalgie, il faudra également associer une décompression. La décompression, à type de recalibrage ou de laminectomie, doit toujours être associée à une arthrodèse dans le cas d'un spondylolisthésis. En conclusion, la classification la plus importante à retenir est celle de Meyerding qui nous permet d'établir le grade du spondylolisthésis. L'examen clinique nous permet de retrouver des lombalgies chroniques ainsi que des radiculalgies pouvant venir de L5 ou de S1. Et enfin, il existe 3 types de traitements, le traitement conservateur fonctionnel, l'arthrodèse, ainsi que la réduction en cas de rétroversion du bassin.